Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'Hunter x Hunter et tout particulièrement des défauts d'Hunter x Hunter, ce qui va sûrement en surprendre plus d'un parmi vous. Et pour cause, parce que si vous n'avez vu ne serait-ce que quelques-unes de mes vidéos, vous savez que je suis un méga fan des œuvres de Yoshihiro Togashi, c'est-à-dire voilà, l'auteur d'Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho. Faut dire qu'à chaque fois que je critique un manga dans mes vidéos, je ne peux tout simplement pas empêcher de le comparer à un de ces deux animés, c'est-à-dire Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho, soulignant à quel point ils sont exceptionnels. Et effectivement, les œuvres de Togashi ont tout pour me plaire, faut le dire. Des combats stratégiques, des méchants non caricaturaux et complexes, des thèmes matures, des personnages charismatiques, enfin, voilà quoi. Que ce soit Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho, pour moi c'est du petit lait. Et c'est vraiment tout ce que j'aime dans la fiction en général. Je considère vraiment Hunter x Hunter comme rien de moins que mon shonen neketsu préféré. Mais voilà, tout fanboy que je suis, ça ne m'empêche pas pour autant de percevoir les défauts de ces deux mangas, et je me suis ainsi dit qu'il serait temps pour une fois dans ma vie que j'arrête d'encenser Togashi pour au moins un quart d'heure, et que je parle des imperfections, des paresses d'écriture, et autres incohérences de ses créations. Cela dit, on va uniquement se concentrer sur Hunter x Hunter dans cette vidéo. Je vais ainsi vous présenter mes griefs personnels au nombre de 5, quant à l'histoire du manga Hunter x Hunter, les aspects de l'intrigue que je trouve, on va dire, perfectibles, les personnages qui auraient pu, à mes yeux, être mieux écrits, ainsi que les éléments dont le manga aurait très bien pu se passer. Vous l'aurez compris, il ne s'agira que de mon opinion purement personnelle, de mes goûts et de ma propre appréciation, donc il serait tout à fait normal que vous vous retrouviez en désaccord avec moi. Et je compte sur vous, justement, pour m'expliquer pourquoi j'ai tort dans les commentaires. Allez, sans plus attendre, plongeons-nous dans ma liste des 5 éléments critiquables de l'univers d'Hunter x Hunter à mes yeux. Donc, premier point, première critique, et cela pourra effectivement vous sembler un peu plus que surprenant venant de ma part, je vais critiquer les combats d'Hunter x Hunter. Alors, j'ai souvent parlé en bien, et même en très bien, des combats ultra stratégiques de Hunter x Hunter, notamment dans ma vidéo sur les défauts de Dragon Ball, en disant effectivement que Hunter x Hunter, ça enterrait Dragon Ball, en tout cas au niveau de l'intérêt des combats. Cependant, le fait que les combats soient effectivement excellents de Hunter x Hunter, ne signifie pas nécessairement qu'ils soient parfaits. Le principal problème que je vois dans les combats de Hunter x Hunter réside justement dans la complexité du système du nen. En gros, je trouve qu'il y a trop de sous-catégories différentes du nen. On a le N, on a le Ren, on a le Ku, on a le Gyu. Enfin bref, voilà. Cette complexité peut vite devenir déconcertante et n'apporte pas grand-chose de significatif aux affrontements, à mon avis. Parce que oui, ce qui donne tout son sel au combat de Hunter x Hunter, ce sont ce qu'on appelle les Hatsu, c'est-à-dire les capacités spéciales des personnages, comme la chaîne de Kurapika, le livre voleur de Nen de Chrollo, El Famoso Bungee Gum d'Hisoka, ou même la méga statue de Bouddha de Netero. Bon, chacune de ces techniques a ses avantages et a ses limitations, et c'est ça qui les rend intéressantes justement. Selon moi, tout le jargon du Nen, c'est-à-dire le N, le Ken, le Ren, le In, le Gyu, ou je sais pas quoi, c'est superflu et ça complexifie inutilement les affrontements. Je veux dire, sans déconner, je dois quasiment toujours avoir un onglet du wiki Hunter x Hunter ouvert quand je lis le manga, afin de comprendre ce que les personnages racontent quand ils se tapent. Vraiment, c'est un délire quoi. Bon, comme je l'ai dit, déjà, on a le Ren, c'est-à-dire le fait de renforcer son aura pour augmenter la force et la résistance. Ensuite, on a le N, qui consiste à étendre son aura sur une large zone pour sentir les mouvements et la présence des autres. On a le In, donc le fait de masquer son aura pour devenir invisible à la perception des autres. On a le Gyu, qui apparemment signifie améliorer la qualité de son aura pour des utilisations spécifiques telles que le fait de guérir ou même affûter ses sens. Et enfin, on a le Ken. Voilà, on a le Ken, non pas Ken, mais le Ken, qui sert donc à renforcer son propre corps et son aura pour la défense et l'attaque. Et je vous épargne évidemment le Ryu, le Zetsu, le Ku, bref, ça devient très vite le bordel, surtout que le manga ne prend pas la peine de rappeler au lecteur ce que signifie chaque appellation. Donc on se retrouve bien souvent un peu perdu par tout ce jargon. Je pense vraiment qu'on aurait gagné en clarté avec un peu moins de sous-catégories de Nen et seulement se cantonner au Hatsu. D'autant que, pour revenir avec donc cette histoire de Hatsu, le système de limitation qui lui est associé est une excellente idée, et en réalité, suffisait à elle-même. Car oui, un Hatsu, effectivement, devient plus puissant à mesure qu'on impose des règles et des limitations quant à son utilisation. Par exemple, on a la chaîne de Kurapika, qui est extrêmement efficace contre les membres de la Brigade Fantôme, précisément parce qu'il ne peut pas l'utiliser sur tout le reste de la planète. Voilà. Ou encore, Chrollo ne peut voler le Hatsu de quelqu'un qu'à partir du moment où cette personne lui explique clairement les caractéristiques de son Hatsu, qu'il touche son livre et plein d'autres limitations ultra chiantes. C'est génial en fait, car cela offre des possibilités de contrer même les nains les plus puissants.
C'est simple et profond en même temps, et selon moi, il aurait été préférable de se concentrer uniquement sur cet aspect, c'est-à-dire Hatsu plus limitation, comme par exemple pour le combat entre Chrollo et Hisoka, hein, pour ne citer que lui. Bon, évidemment, il ne s'agit là que de mon avis, et je peux tout à fait comprendre que vous puissiez apprécier la complexité du système du nen. Je dirais, afin de nuancer mes propos, que le combat Gon versus Gensuru, donc Gon versus Boomer ou Bomber, peu importe la traduction, est l'une des rares fois où la complexité du système du nen est correctement utilisée. Pour rappel, afin de contrer la technique Little Flower de Gensuru, c'est-à-dire à savoir le fait qu'il puisse effectivement exploser tout ce qu'il saisit dans sa main, Gon décide d'user du Ken pour renforcer ses mains. Ça peut toujours rire, ça. Bref, donc c'est quoi le Ken, hein, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'esprit mal placé. C'est effectivement la sous-catégorie de Nen qui consiste à protéger une partie de son corps par une aura protectrice de Nen. Bon bref, voilà. Et donc en faisant ça, Gon protège ses mains des dommages causés par le Little Flower. Bon. Et étant donné que Gensuru utilise lui aussi le Ken pour protéger ses propres mains de l'explosion qu'il génère lui-même, Gon en déduit que tout le reste de son corps à Gensuru est laissé vulnérable, vu que tout son Ken... Désolé, ça me fait rire, je suis vraiment un enfant, et rassemblé dans ses mains. Donc ce qui fait que ce fou de Gon décide finalement de sacrifier ses mains, carrément, et de mettre tout son nen dans son pied afin de mettre un head kick digne de Mirko Crocop en plein dans la mâchoire de Gensuru. Coup dévastateur qui signera le début de la fin pour notre ami le binoclard. Bref, ce combat est un banger, mais hélas, c'est assez rare. Encore une fois, je comprends complètement que l'introduction d'autres sous-catégories du nen, comme le Ren, tout ça, contribue à la richesse de l'univers d'Hunter x Hunter, mais je le répète, je pense que se concentrer uniquement sur le Hatsu et les limitations imposées rendrait la stratégie des combats de Hunter x Hunter un peu plus digeste. Voilà, c'est ce que je dirais. On est à présent à ma deuxième critique de Hunter x Hunter, à savoir le rythme résolument lent de certains arcs. Bon, à la limite, là, j'invente rien, c'est une critique commune adressée au manga, donc je ne suis pas le seul à m'en plaindre. En fait, j'ai un avis assez partagé sur cette question au final, car je peux en partie comprendre la longueur indubitable de l'arc Chimera Ant, par exemple, car c'est justifié par le remarquable développement de personnage de Meruem, qui évolue effectivement de monstre impitoyable à une figure pacifique, donc ça se comprend, je veux dire, ce genre d'évolution, tu peux pas la faire en 10 chapitres. Sur ça, à la limite, y a pas de souci. Le problème de cet arc, par contre, c'est bien évidemment le narrateur, qui apparaît de nulle part, et qui nous décrit tout ce qui se passe en ralentissant à mort le rythme de l'intrigue et des combats. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, puisque beaucoup de gens le détestent, ce narrateur, en particulier parce qu'il attire l'attention sur des choses qui sont évidentes, comme dire que Knuckles a peur de Youpi. Non mais, il suffit juste de voir sa gueule et t'as compris qu'il s'y tue, le gars. Sans déconner. Je veux dire, bon, tout ce que explique le narrateur est évident, ça se voit, et c'est normal que ça se voit. Car le manga, en termes de concept, en termes général, c'est quand même un média visuel. Et s'il y a des éléments qu'il faut nous exposer, expose-les-nous, via les dialogues entre les personnages, pas dans un monologue de 20 minutes d'un mec random qui explique que Meruem est triste de voir Kogugi blessé. Je veux dire non, sans blague, sans déconner. Et même au-delà de l'arc Chimera Ant spécifiquement, j'ai souvent ressenti quelques longueurs inutiles à travers l'intrigue. On peut prendre par exemple la partie brocante, la partie un peu brocante game de l'arc Yorkshin City ou Yorknu City, ça dépend des traductions, qui peut sembler ennuyeuse et useless, voilà. Puisque l'intérêt principal de cet arc, quand même, c'est de mettre en lumière la dynamique entre les membres de la brigade fantôme, révélant ainsi qu'ils forment une véritable fraternité et pas juste un groupe de bandits sans foi ni loi. Bon, tout l'aspect un peu brocante game, l'aspect un peu GT Gabi Metroid Prime de cet arc, c'est-à-dire de la vente d'objets et donc la valeur marchande de simples couteaux ou que sais-je, ça paraît clairement inintéressant en comparaison. Et c'est simple, je veux dire, voilà, à chaque fois que je voyais Gon Killua et Zephyl, ou Zephyl, peu importe, bref, vous voyez de qui je parle, en train de faire des enchères, j'espérais juste qu'on en revienne vite à la guerre entre la Brigade Fantôme et la Team Kurapika. Donc ouais, certains arcs, bien que riches en développement de personnages, peuvent paraître trop longs pour le propre bien. Voilà, tout simplement. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, j'aimerais quand même vous parler de 2-3 petites bricoles qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube, et donc pour rester connecté avec Yajinalyse en dehors de mes vidéos hebdomadaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseaux sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Et oui. Il y a également Spotify, où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, il y a Patreon. Alors, créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts, vous vous en doutez, et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand chose de YouTube directement, et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer, parce que si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui Yajinalyse, mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité.
et surtout au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs, comme l'accès à mon serveur Discord privé, et également un accès en avant-première de mes vidéos, une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance, avant qu'elles ne sortent sur YouTube, bon, c'est toujours ça de prix. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu, chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, bon, voilà, ça pose aucun problème, voilà. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà, de toute façon, une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour. Bon, alors, revenons encore sur l'arc Chimera Ants pour notre troisième critique, et parlons de la surpuissance problématique, selon moi, du roi des fourmis chimères Meruem et de ses gardes royaux. C'est simple, les sous-fifres du roi, que ce soit Pouf, Youpi ou même Pitou, eh bien, sont officiellement décrits comme étant plus forts que le mec le plus fort de l'univers du manga, à savoir Isaac Netero. Alors déjà là, ça apporte son lot de complications, parce que les gardes royaux ont été produits à la chaîne par la reine des Chimera Ants, ce qui veut dire que, ouais, apparemment, on peut produire des trucs plus forts que l'humain le plus puissant de l'histoire à la chaîne en mode usine. Donc là, ça pose problème, je suis désolé. Et on parle même pas de Meruem qui explose littéralement Netero sans même user de son haine. Je veux dire, là, ça dépasse littéralement tout. Même un Netero à son prime, c'est-à-dire un Netero entre 45 et 50 ans, qu'on dit être 2 à 3 fois plus puissant que le Netero que l'on connaît, ce serait juste fait bifler par Meruem, hein. C'est tout simplement fou. Je veux dire, à la base, j'ai rien contre la surpuissance de Meruem, c'est un excellent personnage, l'un des meilleurs de Hunter x Hunter sur ça, il n'y a même pas de débat, d'autant plus qu'elle fait sens thématiquement cette surpuissance, vu que bon, Meruem c'est un monstre doté d'une puissance quasi divine, qui devient humain grâce à l'influence d'une femme innocente, c'est-à-dire Komugi, donc voilà, c'est très beau, et ça peut effectivement rappeler le développement de personnage de Raizen, dans Yu Yu Hakusho, qui est effectivement lui aussi un démon surpuissant, qui devient humain, voilà, plus ou moins, hein, voilà, grâce à la mort d'une femme. Le problème, c'est que si tu sors du contexte exclusif de cet arc, les implications de cette surpuissance sont énormes, car Meruem n'est pas issu d'une expérience qui a mal tourné, d'un miracle génétique, c'est d'un truc qui arrive une fois tous les milliards d'années. Non, Meruem, il est juste né in vivo d'une créature lambda, provenant du continent noir, du fameux Dark Continent, et il est confirmé dans le manga que à l'échelle du continent noir, Meruem c'est juste une créature bêtière, quoi. En termes de puissance, en tout cas comparé aux autres créatures du continent noir. Ah mais attends, what? Je veux dire, même si on suppose que cela est censé préparer le terrain pour l'intrigue de l'arc Dark Continent, eh bien, la question se pose. Que peut-il y avoir après Meruem? Alors que le mec avait la capacité de réduire à néant toute l'humanité, juste avec l'ongle de son gros orteil. En particulier, je le répète, si l'on tient compte des indications selon lesquelles Meruem ne serait qu'un personnage de niveau B sur le Dark Continent. Je veux dire, merde quoi. Je vais pas vous mentir les amis, j'ai une certaine inquiétude quant à la direction que va prendre l'histoire. Et j'espère que Togashi a un plan solide, hein, parce que bon, y a un risque non négligeable que cela finisse comme Shaman King, c'est-à-dire qu'on se retrouvera finalement avec un antagoniste tellement surpuissant que l'auteur lui-même ne saura plus comment le vaincre. Au-delà de cette préoccupation, il y a aussi le risque de power creep, c'est-à-dire que la série pourrait effectivement succomber à la surenchère de puissance. Parce que oui, l'un des aspects les plus intéressants des combats de Hunter x Hunter, c'est que la stratégie et l'intelligence peuvent l'emporter sur le simple power level. Voilà, bon, tout simplement. Comme on l'a vu d'ailleurs dans le combat entre Gon et Gensru. Comme je l'ai dit, Gon n'a pas gagné grâce à un niveau de puissance supérieur puisqu'il était largement plus faible que Gensru, mais il a tout de même gagné grâce à une stratégie astucieuse qu'il a mise en œuvre avec succès. Cependant, avec des antagonistes plus puissants encore que Meruem et ses gardes royaux, eh bien, la dimension stratégique de Hunter x Hunter risque fortement d'être reléguée au second plan, parce que face à de tels monstres, aucune tactique ne pourra suffire pour l'emporter. Je veux dire, si Meruem est classé en catégorie B, cela soulève quand même des questions sur la classification des personnages comme Pitou, qui pourraient être considérés comme de catégorie C, D, voire inférieure, alors que Pitou est, je le rappelle, d'un niveau comparable à celui du mec le plus puissant de l'histoire chez les humains, à savoir Isaac Netero. Je vous le dis, toutes ces implications sont complètement dingues, parce que bon, ça voudrait dire que putain de Chrollo serait en fait un schlag sur le Dark Continent. Bah désolé, oui. Chrollo, il serait quoi? Il serait E? Il serait G? Dans la tier list du Dark Continent, ça n'a aucun sens. Et je parle même pas d'Hisoka. Je veux dire, voilà. Sur le continent noir, Hisoka, lui, il fait des pipées de café. Hein. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Et j'espère juste que ça va pas partir en DBZ, où tout le monde ne sert plus à rien à partir de l'arc Namek, à part Goku et Vegeta, ou même comme dans Naruto Shippuden, où si tu t'appelles pas Naruto ou Sasuke,
bah t'es relégué au banc de touche. J'ai vraiment peur que Hunter x Hunter suive le même sombre destin, car je ne vois vraiment pas comment un Léolio, par exemple, pourrait servir à quelque chose à partir du moment où le niveau de Meruem devient la norme, franchement. Tous les persos que l'on aime vont se retrouver fatalement trivialisés, sauf Gon et Killua qui, je l'imagine, se verront gracier d'un énorme level up afin qu'ils puissent tenir la cadence. Enfin voilà, ça n'augure rien de bon pour la suite, en espérant que Togashi puisse me donner tort. Le manga, ce sera Jin, Beyond Netero, et éventuellement, voilà, Gon, Hisoka et Killua. Tout le reste, ça reste à la maison, quoi. Ok, super. J'espère que Togashi sait ce qu'il fait. D'ailleurs, vu qu'on parle d'Hisoka, eh bien, ma quatrième critique porte justement sur la place prépondérante qu'occupe Hisoka dans l'intrigue d'Hunter x Hunter en comparaison avec l'envergure assez fine de son personnage. Je tiens à préciser que j'apprécie énormément, hein, évidemment, Hisoka, il est proactif, super intelligent, et j'ai un faible, hein, il faut le dire, pour les personnages bien bâtards en général, c'est indéniable, hein. Hunter x Hunter ne serait pas Hunter x Hunter sans Hisoka. D'autant plus que bon, j'ai quand même fait une vidéo sur Hisoka, donc voilà. Clairement, je ne suis pas un hater. Hein. Je l'apprécie, ce mec-là. Cependant, le problème dans sa surprésence, dans l'intrigue, réside dans la simplicité de son personnage. Il aime se battre, et c'est la seule chose qui le fait se sentir vivant. Son obsession sur le fait d'affronter des gens forts est son principal moteur. Ce qui, en comparaison avec des personnages complexes tels que Meruem ou Chrollo, semble un peu limité, d'autant que le personnage d'Hisoka ne passe par aucun changement ni développement de personnage. Voilà, c'est-à-dire que le Hisoka qu'on voit, je crois, au tome 1 ou tome 2, eh bien c'est le même Hisoka que l'on voit au tome 30 ou je sais pas quoi. Le souci, c'est qu'il occupe une place considérable au détriment d'autres personnages, et cela se voit dans son désir de détruire la brigade fantôme après son combat contre Chrollo, objectif qui, jusqu'alors, était celui de Kurapika. Donc le mec marche clairement sur les plates-bandes d'autres personnages, les reléguant ainsi au second plan. Je veux dire, Hisoka apparaît pratiquement dans tous les arcs, même lorsqu'il n'a rien à faire ici, et qu'il n'a en réalité pas de pertinence dans l'intrigue, comme dans les arcs Grid Island, ou même l'arc Élection, alors que d'autres personnages comme Léolio, eux, sont sous-utilisés. Ce qu'il faudrait en fait, ce serait de donner plus de profondeur à Hisoka, pas de le virer de l'histoire en fait. C'est-à-dire lui donner peut-être une backstory, ou même un développement de personnage, faire en sorte que Hisoka apprenne des leçons, ou devienne peut-être un meilleur personnage, ou encore pire qu'il l'est actuellement, bref, qu'il évolue, qu'il se passe un truc avec Hisoka, pas juste qu'il vienne, qu'il se batte et qu'il se barre. Je sais pas, écris ton personnage, Togashi. Je veux dire, bon, Hisoka, je le répète, est resté le même depuis le début. Il n'a enregistré aucun changement, le personnage n'a pas mûri, n'a rien appris, il n'a aucune humanité et n'en a toujours pas. Je veux dire, on est à des années-lumière de l'évolution d'un personnage tel que Meruem, je suis vraiment désolé, ou même on prend Chrollo, qui effectivement n'a pas vraiment beaucoup évolué, mais il est beaucoup plus intéressant que Hisoka. Je dis rien que le fait, encore une fois, j'aime beaucoup parler de cette scène, mais la scène où il se met à pleurer lorsqu'il apprend la mort de Jogin, voilà, là il y a un mec intéressant. Là, il y a un perso intéressant, c'est-à-dire un mec ultra sadique ou je sais pas quoi, mais qui, effectivement, considère ses frères d'armes comme ses véritables frères d'armes, justement. Et que la perte de chacun des membres de la brigade fantôme, pour lui, c'est comme si tu lui as arraché un membre, quoi. Là, c'est un perso intéressant. Mais Hisoka, même si effectivement, il est très divertissant sur ça, y a pas de souci, bah c'est juste un monstre, quoi. Ok, super. Et à la limite, être juste un monstre sans aucune qualité rédemptrice, à la limite, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut au moins le faire évoluer un peu. Là, pour l'instant, il a pas bougé depuis le début du manga. C'est ça, en fait, le problème d'Hisoka, je trouve. Moi, je dis pas qu'il faut le dégager, ou voilà. Non. Ou le tuer, même. C'est pas ça. Faire en sorte qu'il soit intéressant. Voilà, tout simplement. Bon. Allez, on va finir avec ma dernière critique personnelle, qui sera cette fois ciblée sur une partie bien précise de l'intrigue, à savoir l'aiguille qu'a plantée Illumi dans la tête de son petit frère Killua. Alors, pour la petite remise en contexte, depuis le début du manga, Killua a la fâcheuse tendance à prendre la poudre d'escampette, dès qu'il se retrouve devant un adversaire qui pourrait lui faire du dégât, plus ou moins. Et si un mec est complètement inoffensif, ou qu'il est lui-même bien plus fort que lui, que Killua est bien plus fort que le mec qu'il a en face de lui, bah y a pas de problème, hein, voilà. Mais dès que Killua est mis en face d'un adversaire qui peut éventuellement lui causer quelques dégâts, eh bien, une peur sourde lui prend alors les tripes, et notre ami Killua se barre sans demander son reste. Cet instinct, qui est dit venir de l'éducation qu'il a reçue de son père, et tout particulièrement de l'éducation qu'il a reçue de son grand frère Illumi, pèse vraiment sur la conscience de Killua, car il ne veut pas un jour s'enfuir en laissant Gon derrière lui. Et donc, on voit Killua essayer désespérément de combattre ses instincts, et d'aller à l'encontre de ce que son grand frère lui a inculqué, jusqu'au moment où le jeune garçon se rend compte qu'Illumi lui a juste planté une aiguille dans le crâne, et que c'est à cause de cela que Killua se sent forcé de s'enfuir au moindre danger. Alors, évidemment, c'est de la merde. Voilà. Bon, on va pas commencer à tergiverser, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que ça, vous l'avez compris. Tout d'abord, cela limite
terriblement la complexité du personnage de Killua, qui avait déjà montré une grande évolution tout au long de l'histoire. Killua a clairement progressé en termes de confiance en lui, d'indépendance et de désir de devenir un individu propre, indépendamment de la famille Zoldyck. Sauf que l'ajout de l'aiguille dans son putain de crâne implique que Killua était fondamentalement, et bien dès le début, et depuis le début, sous le contrôle d'Illumi, ce qui enlève une grande partie du développement de personnage antérieur. Au lieu de montrer comment Killua aurait surmonté sa propre peur et ses liens de famille toxiques, l'intrigue devient juste axée sur la nécessité de retirer l'aiguille, et ensuite après c'est bon. Je suis vraiment désolé, et surtout ça semble être une solution facile pour créer de la tension et du conflit dans l'histoire, plutôt que de développer davantage les aspects psychologiques et émotionnels du personnage de Killua. Cela donne l'impression que l'aiguille a été introduite comme un dispositif narratif de commodité, plutôt que de tirer parti des caractéristiques complexes du personnage. En fin de compte, cela peut être perçu comme une opportunité, manquer d'explorer plus en profondeur le personnage de Killua et son cheminement vers l'indépendance, au lieu de simplement lui imposer un obstacle externe qui doit être surmonté. En gros, au lieu de montrer à quel point il est difficile d'aller à l'encontre de ce qu'on s'est vu inculquer depuis la naissance, en fait, faut juste virer l'aiguille, et c'est bon. Killua passe directement à autre chose. Je suis vraiment désolé Togashi, mais là c'est paresse d'écriture sur 20, et c'est assez rare de la part de Yoshihiro Togashi pour être signalé. Alors voilà, mais c'est vrai que, cette 5e critique est beaucoup plus précise que les autres critiques, parce qu'effectivement, les autres critiques, je parlais du manga en termes général, là je parle d'un moment bien particulier. Mais pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, à la base, je trouvais ça très intéressant, ce développement-là de Killua, parce que, en général, dans la fiction, lorsqu'un personnage est considéré comme lâche, ou montré comme étant un gros lâche, il est faible. C'est quand même assez rare de voir un personnage fort, mais montré comme étant lâche. Voilà, c'est-à-dire que si un personnage est lâche et qu'il se barre et dès qu'il y a un problème il commence à prendre la poudre d'escampette et prendre ses jambes à son cou, tu vois que le mec il est tout petit, tout mini, il est tout maigre, il sait rien faire, nanana. Alors que Killua, c'est un personnage ultra compétent, ultra vénère, ultra effrayant aussi, tu vois. Mais malgré ça, effectivement, entre guillemets, c'est un lâche. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme développement de personnage, c'était original, voilà. C'est pas vraiment de la lâcheté, mais c'est plus un instinct de conservation super développé, en fait. C'est d'autant plus une super idée que ça matche parfaitement avec le côté tête brûlée et tête dure de Gon, qui lui s'en bat les couilles. Hein. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est lorsque... comment elle s'appelle Pitou les attaque et tue notre ami... comment il s'appelle Kaito Kite, peu importe comment vous voulez l'appeler. Voilà, tu vois Gon en mode, c'est parti, je me bats, et tu vois Killua qui dit non, on se barre tout de suite. Donc voilà, quoi. C'était intéressant, malheureusement Togashi a chié dans la colle. Je suis vraiment désolé, Togashi a chié dans la colle, et c'est rare. Encore une fois, c'est rare, parce qu'en général, Togashi, si tu lui donnes un flingue, il rate pas la cible. Là, il l'a raté, donc écoutez, c'est comme ça. Voilà, c'est aussi pour vous dire à quel point le manga est bon, quoi, parce que si pour arriver à 5 critiques, il faut que j'aille chercher un truc aussi précis que ça, voilà, c'est pour vous dire à quel point Hunter x Hunter, c'est quand même une valeur ultra sûre. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, prenez soin de vous, et à la prochaine. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse la même chose pour Yu Yu Hakusho. Voilà, parce que j'ai aussi d'autres critiques à faire sur Yu Yu Hakusho, qui sont d'ailleurs un peu différentes de celles de Hunter, malgré le fait que ces deux mangas ont été écrits par la même personne. Bref, je m'arrête là, prenez soin de vous, à la prochaine.